Elle supprime le délit d'opinion, elle supprime le délit de blasphème, et elle fait partie en fait des grandes lois sur les libertés, les armatures de nos lois aujourd'hui sur les libertés, avec la liberté d'association, avec évidemment la loi sur la laïcité de 1905. Cette loi de 1881 a très bien vécu. Elle a traversé des moments historiques extrêmement complexes, notamment Vichy, sans connaître de trop grandes altérations. Et comme vous le savez, l'idée de la liberté d'expression, c'est qu'elle doit être totale, mais en fait pas réellement. Elle rencontre des limites, et la grande limite qu'avait posée la loi de 1881, c'était en gros l'insulte et la diffamation. C'était des limites qui étaient assez individuelles. Ça appelle un peu ce qui, dans le droit romain, était associé à l'honneur, c'est-à-dire que si vous avez été diffamé ou insulté, vous pouviez demander justice et donc être, vous voyez, réinstauré en tant que citoyen dans la cité. Donc les limites en fait étaient assez faibles. C'était une loi très ouverte. La première grande altération de cette loi date de 1972, c'est la loi Pleven. On en entend beaucoup moins parler que les mois mémoriels, et en fait c'est cette loi-là qui a un peu ouvert la boîte de Pandore et qui, en tout cas c'est ce que je soutiens, a entraîné une espèce de fuite en avant dans la restriction des libertés. Cette loi-là de 1972, donc la loi Pleven, il faut comprendre qu'elle arrive dans un contexte international de mise en cause du racisme et dans un contexte national de redécouverte du passé vichiste. Donc c'est une loi qui va être votée à l'unanimité et dont tout le monde pense que c'est une très très bonne loi. Ce qu'elle fait, c'est essentiellement deux choses. Elle invente d'une part l'insulte, la diffamation, la provocation à la haine, à la discrimination pour une personne ou pour un groupe de personnes en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une race, une religion ou une nation. Donc on peut déjà s'arrêter là-dessus, sur le fait que c'est l'ouverture à un groupe, et aussi que la religion est mise au même niveau que la race, la nation ou l'ethnie, ce qui en soi est discutable. Et d'autre part, elle permet aux associations de porter plainte au nom des communautés. Alors il faut bien comprendre que c'est quelque chose d'assez spécifique, puisque en France, il y a plutôt une très grande réticence en fait à ce qu'on appelle en anglais les class action, c'est-à-dire que voilà, il puisse y avoir des représentants qui portent plainte au nom d'un groupe qui lui-même reste assez indéfini. Pourtant, c'est ce que fait cette loi. Et à ce moment-là, cette loi n'est pas du tout en réalité trop exploitée. Elle le devient assez rapidement avec ce qu'on appelle le grand retour du religieux, le grand retour de Dieu, que les historiens donnent une date précise qui est 1979, parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'événements historiques internationaux qui feraient croire que c'est cette année-là. Évidemment, c'est plus compliqué, mais ce qui est certain, c'est que vers la fin des années 70, il y a un grand, grand retour du religieux, alors même que tout le monde pensait que Dieu était mort et que le monde avançait tranquillement vers le progrès et la fin de toutes les idées transcendantes. Eh bien, Dieu revient. Et donc cette loi-là, qui n'était pas du tout faite en fait dans cet esprit, va être utilisée par un tas d'associations, au premier rang desquelles, d'ailleurs, d'abord des associations catholiques intégristes, puis des associations musulmanes, pour porter plainte contre ce qui va être essentiellement, en réalité, des blasphèmes. Mais personne ne va évidemment dire que ce sont des blasphèmes. Ces blasphèmes vont être requalifiés en provocation à la haine, provocation à la discrimination. Enfin là, je laisserai parler Maître Malka de manière beaucoup plus précise sur ces sujets-là. Mais l'idée, c'est de dire que cette loi-là va donc être utilisée par les associations et va créer un premier problème qui va être très grave, d'autant que vous savez que la République française s'est fondée dans l'idée qu'il n'y avait pas de communauté à part la communauté nationale, que l'État ne voulait voir que des citoyens et jamais des communautés. Et elle va créer donc ces espèces d'actions de groupe qui vont complètement, d'une part évidemment, altérer le débat, mais en plus créer une sorte de compétition permanente qui va se jouer dans les prétoires. Alors il y a quelques exemples fameux. L'avantage aussi, c'est que quand on travaille sur le blasphème, il y a des choses très drôles. Il y a un grand procès en 2004 sur
une affiche de l'association AIDS de Haute-Garonne avec une sœur qui, au lieu d'une auréole, a une capote, voilà, au-dessus de la tête. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a marqué « Sainte Capote, protège-nous ». Et cette affiche va être interdite. En première instance, ça sera le cas aussi d'une affiche que vous avez dû voir, qui est une variation sur la scène de Léonard de Vinci, par la Marc Marité et Françoise Girbaud, j'imagine que vous vous souvenez, avec des femmes un peu lascives, qui va aussi être interdite. Et en fait, cette jurisprudence, qui par ailleurs ensuite va être modifiée, mais ces premières jurisprudences vont donner l'impression qu'il est tout d'un coup possible de faire interdire des blasphèmes, parce qu'on a du mal à s'imaginer comment, à la fois la Sainte Capote ou le détournement de la scène, qui est juste en fait blasphématoire et qui ne veut directement blesser personne, pourrait être qualifié, voilà, de provocation à la haine ou autre. Et c'est dans la continuation en fait de ces procès que va avoir lieu le procès retentissant contre Charlie Hebdo en 2007. Et vous voyez le rôle que joue la loi en fait dans tous ces événements, puisque les associations musulmanes, quand elles vont voir que les associations catholiques intégristes ont eu gain de cause, vont en fait aller chercher leur propre jurisprudence. Et c'est pour ça qu'elles vont se présenter devant les tribunaux, elles vont attaquer Charlie Hebdo, et avec cette espèce, vous voyez, de démarche extrêmement ambiguë et qui ne peut pas être tout à fait souhaitable, qui est que quand les associations musulmanes portent plainte contre Charlie Hebdo, la loi est ainsi faite qu'on a l'impression que toute la communauté musulmane, tout d'un coup, porte plainte contre Charlie Hebdo. Et que d'ailleurs, encore une fois, c'est ainsi que la loi est faite, que maintenant tous les musulmans doivent répondre à la question de « et alors, vous, est-ce que vous êtes plutôt pour, est-ce que vous êtes plutôt contre, et qu'est-ce que vous en pensez ?» etc. On connaît l'issue heureuse du procès de 2007, puisque Charlie Hebdo n'est pas condamné, bien que bon, l'arrêt n'est pas non plus très évident, parce que voilà, le juge prend quand même des précautions. On connaît aussi l'issue terrible des attentats de 2015, et je pense que de ce point de vue-là, la loi n'a pas été neutre. Ce qui s'est passé en parallèle de ça, c'est que la loi Pleven a ouvert la possibilité de porter de nouvelles atteintes à la liberté d'expression. Et la suite de la loi Pleven, c'est les lois mémorielles, d'une part, la loi Guesso, évidemment, qui interdit le négationnisme, mais aussi la loi sur le génocide arménien. Alors, elles n'ont pas toutes la même valeur juridique, mais ce sont quand même des lois. Donc, la loi contre le génocide arménien en 2001, la loi Mekachera en 2005. Bref, ces lois-là se multiplient. Et d'autre part, la volonté de protéger d'autres communautés, donc identité sexuelle, handicap, etc., etc., etc. Le problème, je pense, qu'on a aujourd'hui, c'est que si la loi Pleven n'était pas faite, vous voyez, je pense qu'il n'y avait pas vraiment une conscience un peu précise de ce qu'elle était en train de faire. La réalité, c'est qu'elle a véritablement ouvert la voie vers de plus en plus de restrictions et aussi vers une communautarisation très forte de ce problème-là. Avec, et ça vous le savez aussi, un débat qui est devenu un débat en fait véritablement de fond, de savoir quelles sont les vérités que l'on peut protéger, que l'on ne peut pas protéger, que l'on veut protéger, que l'on ne veut pas protéger. Ça donne aussi... Là, on coupe. On va t'arrêter. Non, mais ça ouvre la question. Ça ouvre tout à fait le débat. Et voilà. Je pense que, excuse-moi de t'interrompre, mais François me sous-siffle un peu. Et, non, mais c'est une bonne césure, en fait. Parce que ça ouvre le débat. La question. Et, non, mais tu vas pouvoir donner ta réponse, évidemment. Comme ça, tu vas pouvoir, parce que je vois que François me dit que c'est... Tu m'as pas dit qu'il fallait... J'ai rien compris. François, il a oublié de dire que cette table ronde est en partenariat avec Causeur. Cette année, vous avez... C'est très grave, François. Cette année, oui, non, mais cette année, il y a 2 tables rondes qui sont en partenariat. Celle-ci avec Causeur et Elisabeth, qui est la directrice de rédaction, et la 4e, qui sera en partenariat avec Marianne, avec Renaud Dely, qui est le directeur de la rédaction. Encore un des miracles de Saint-François. Voilà, je veux dire, Causeur et Marianne réunis dans la même bonne cause. Voilà. Merci beaucoup, Anastasia. Donc, vous l'avez compris, la relève est assurée, donc je ne la présente plus, puisque c'est fait. Olivier Pourriol, pour ceux qui... bien que fidèles ne le connaissent pas encore, il est philosophe, écrivain, libre, m'a-t-il dit. Son dernier livre... Non, j'ai dit pas salarié. Voilà. Tu as dit libre. Ah bah c'est la traduction. Tu as dit libre. C'est une conséquence. Voilà.
Son dernier livre, je me rappelle le titre, Une fille et un flingue, à moins que ce soit l'inverse. C'est ça. D'accord. Et, pardon. Autre chose que tu veux dire maintenant? Vas-y. Non, mais je suis curieux de la fin de la phrase tout à l'heure. C'est pas la fin de la phrase, elle va reprendre son raisonnement, elle va nous donner sa réponse. Mais comme c'est en gros la question qui est posée, aucun problème. Je suis très patient. Elle va nous donner sa réponse. Voilà. Si, je voulais ajouter quelque chose, c'est que j'ai accepté de participer à cette table ronde pour voir de près, dans le cadre de mon retour vers un journalisme de terrain, de voir de près ce phénomène qu'on appelle la modération incarnée par Elisabeth Lévy. Je l'attendais, merci. Ça m'étonnait beaucoup. J'ai demandé à être le plus près possible. Très bien. Eh bien, j'espère que tu pourras faire un compte-rendu ethnologique de cette expérience. Voilà. Arnaud Mercier, donc professeur de philosophie. De sciences politiques. C'est ça? Voilà, communication politique. Communication politique, pardon. Mais surtout, ce que je retiens, c'est du site, j'y reviens, The Conversation, qui a la particularité d'être un site, disons, où se côtoient deux républiques, celle des universitaires et celle des journalistes. Et donc, il y a une formule de gouvernement, le président est un journaliste, si je ne m'abuse. Non. Pardon. Non. Vous êtes le président, c'est vous, pardon. Le président est un universitaire et le Premier ministre, qui doit s'appeler directeur général ou quelque chose comme ça, mais le Premier ministre... Directeur de la rédaction. Le directeur de la rédaction est un journaliste. Voilà. Et par ailleurs, vous enseignez à Paris 2, donc en communication politique, et vous avez aussi créé une formation en journalisme, dont vous nous parlez, en web journalisme, c'est ça? Donc, Richard Malka... qui est donc l'avocat de Charlie Hebdo et qui était l'avocat de ce procès des caricatures que Anastasia vient d'évoquer, qui est également auteur de bande dessinée et je livre un scoop, qui est également romancier, voilà, et qui publie un très bon roman. Qui publie un très bon roman à la rentrée. Mais je reviens surtout à ses activités d'avocat. Au-delà de Charlie Hebdo, Richard fait partie des avocats donc, qui œuvrent dans le domaine de la presse, c'est-à-dire dans des procès où en réalité le droit est important, mais ce ne sont jamais que des procès de droit. Et peut-être, puisque d'ailleurs Anastasia a déblayé la question du droit, je vous engage aussi l'un et l'autre à ne pas rester strictement dans ce domaine qui n'est pas le seul en cause. J'ai présenté tout le monde. Bien sûr, je voudrais quand même remercier François. Je note que c'est la 13e édition, voilà, et qu'on n'est pas passé directement à la 14e. Très bien, elle va donc nous porter chance. Et je voudrais évidemment remercier François de ce miracle renouvelé d'un lieu où je peux m'engueuler aussi amicalement avec Roland Quérol. Et, cher Roland, nous n'allons pas évidemment nous en priver. Pour commencer, en fait, j'avais envie de partir d'une expression qui a à voir avec notre sujet, qui est la libération de la parole. Parce que, au cas où vous n'auriez pas remarqué, selon les moments, on est tous pour. Sauf qu'on est pour, évidemment, la libération de sa propre parole, et pas forcément, moi je ne suis pas sûr que la libération de la parole de Quérol ne soit pas une menace pour la démocratie. Et je vous rappelle simplement qu'il y a un an ou deux, ou peut-être quelques mois, il y a eu une grande vague d'inquiétude à propos de la libération de la parole, parce que ça concernait, comme toujours, cette épineuse et difficile question de l'intégration, de l'acculturation de l'islam en France. Et là, si vous voulez, je me rappelle des unes de Libération qui disaient qu'il fallait s'inquiéter de la parole libérée. Aujourd'hui, si vous voulez, tout le monde se félicite. Il va y avoir bientôt un ministère de la parole libérée. Tout le monde est supposé se prosterner devant cette parole. Et là, Roland Quérol est très content. Et moi, je le suis beaucoup moins. Et blague à part, c'est vrai. Ça peut se jouer à front renversé. Tout ça pour dire que, évidemment, c'est ça le cœur de la question de la liberté d'expression. C'est si vous voulez, dans un pays comme la France, jusqu'à quel point nous tolérons la parole des autres, c'est-à-dire qui peuvent nous choquer, nous heurter, etc. Et c'est jusqu'à quel point la société, dans le fond, collectivement,
tolère ou pas certaines choses. Simplement, Anastasia a peut-être oublié, mais ça a dû être fait avant, je suppose. Il faut quand même évidemment partir de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est la liberté de communiquer librement des opinions, est un des droits... Non, ça tu l'as pas dit celle-là, je crois. Est un des droits les plus... Elle allait le dire. Pardon. Merci Olivier. Ça s'appelle un running gag. Pardon. J'en étais où? Excuse-moi, il faut pas... On était en train de réciter l'article 11. Est un des droits les plus précieux de l'homme. Et je ne me rappelle plus de la formulation exacte, mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a des exceptions, qu'on doit répondre des abus de cette liberté devant les tribunaux selon les principes énoncés par la loi. Et c'est donc là, effectivement, qu'on arrive à la loi de 1881. Et donc, la règle, si vous voulez, c'est que la liberté, c'est la règle, et la censure, l'exception. C'est ça, je pense, et c'est ça, effectivement, les premiers temps de la loi de 81, qui sont à la fois ce que tu as dit, Anastasia, c'est-à-dire essentiellement fondés sur des délits individuels, enfin, dont les victimes sont individuelles, la diffamation, l'injure, peut-être l'atteinte à la vie privée, quand même. Non, ça c'est en 1970. D'accord, non mais ce que je veux dire, c'est ça les délits individuels. Au début, cette loi s'occupe essentiellement de ça. Et c'est une loi surtout dont l'idée, la conception n'est pas de protéger les gens des abus des journaux, elle est là pour protéger les journalistes. Si vous voulez. Elle est là pour protéger les journaux et pour leur permettre d'aller le plus loin possible. Je sais pas, en gros, c'est comme ça qu'elle est interprétée, disons, en tous les cas, à notre époque. Je reviens pas sur toute l'histoire, si vous voulez. Mais à partir d'un moment, cette loi est quand même devant les tribunaux. Moi, Richard est souvent allé devant la 17e. On condamnait pas si facilement des journaux. Voilà. Sauf que, évidemment, d'abord, il n'y a pas... La loi, dans le fond, finit par suivre ce que tolère, ce que veut bien, ce qu'accepte la société et ce qu'elle juge tolérable. Et je pense que toute société se définit, évidemment, par ce qu'elle interdit, par les choses qu'on ne peut pas prononcer. Il y a des choses qu'on disait dans les journaux de 1900 que nous ne pourrions pas tolérer aujourd'hui dans l'espace public. La difficulté, c'est qu'en même temps, il y a une partie de l'espace public qui est totalement ou pratiquement hors de contrôle, qui sont ces fameux réseaux sociaux. Et j'en dirai juste un mot derrière. Et là, c'est pas seulement la nécessité de contrôler qui apparaît, c'est la possibilité aussi de contrôler. Mais en gros, dans le fond, finalement, si vous voulez, il y a peu à peu cette idée qu'effectivement, on doit protéger des groupes. Le risque, c'est jusqu'à quel point protège-t-on les croyances. Et là, il y a quand même une spécificité française, si vous voulez, qui est la conception de la liberté de conscience, qui n'est pas seulement de croire comme on veut, mais qui est, si vous voulez, la liberté de se moquer des croyances des autres. Et moi, j'emploie pas le mot blasphème, tu me répondras sur ce point, Anastasia, tout simplement parce que moi, le mot blasphème est un mot de nature religieuse. Quand on ne se place pas dans l'ordre religieux, on ne blasphème pas. En gros, il faut être croyant pour blasphémer. Sinon, il n'y a pas de blasphème. Je me place plutôt dans l'ordre de la caricature. C'est un terme déjà qui n'est même plus vraiment laïque. Donc, pardon, je recherche mon... Voilà. Donc, le champ de la tolérance évolue, se réduit. Tu as parlé des assos, donc je n'en dis rien. Il s'est passé, au passage, un petit renversement. C'est que les journalistes qui étaient, si vous voulez, par essence, ceux qui se battaient contre la censure, contre Anastasie, pas Anastasia, bien sûr, et ceux qui étaient les défenseurs de la liberté, à partir du moment où, se considérant un peu comme l'avant-garde morale de la société, si vous voulez, ils sont aussi ceux qui vont demander la censure, et ceux qui, sur tout ce que tu as énoncé, c'est-à-dire les minorités, etc., je veux dire, vont être en pointe pour demander la censure et demander, je veux dire, la sanction des contrevenants. Et je pense quand même que la plupart des chefs-d'œuvre de notre littérature, de notre cinéma, si vous voulez, même le cinéma des années 60, Olivier peut-être pourra nous en dire un mot, parce que j'ai oublié de le dire dans la présentation, qu'il était le fondateur, animateur et inventeur de Cinéphilo. La plupart des chefs-d'œuvre du cinéma, à mon avis, seraient condamnés. Je veux dire, je sais pas, vous pouvez pas être complaisant avec Louis XIV parce que lui-même était avec Colbert pour Premier ministre, qui lui-même, on sait que Voltaire était antisémite, et je veux dire, Shakespeare aussi, Stendhal, un vrai porc, Casanova, je ne vous dis pas. Donc, si vous voulez, en réalité, je veux dire, on voit bien que si on le
d'abord ça a commencé, la censure a posteriori, et que, évidemment, le risque que de la protection légitime des personnes, c'est-à-dire empêcher, si vous voulez, des actes contre des musulmans, des juifs, des ceci, des cela, des homosexuels, tout ce que vous voulez en tant qu'ils sont cela, va jusqu'au fait de protéger les croyances. D'autant plus, qu'il y a une compétition et qu'on se demande, on y reviendra, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de rire de la Shoah alors qu'on a le droit de rire du prophète. Ma réponse à moi, c'est qu'on devrait avoir le droit de rire de la Shoah. Voilà, pardon. Et on y arrive, voilà. On arrive à la question de l'islam qui se pose tout le temps. Et je voudrais finir. Excusez-moi, j'introduis le débat. Et je voudrais finir en vous disant, puisque la question qui est aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes en présence de susceptibilité exacerbée ou de demande légitime de protection, en disant qu'aujourd'hui, il y a 2 policiers dans la salle, puisque Richard Malka, comme tous les gens qui sont de près ou de loin liés à Charlie Hebdo, est sous protection policière. Je pense que ça donne peut-être un état de la liberté concrète d'expression aujourd'hui, si vous voulez, dans notre pays. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans un pays libre, mais nous avons besoin qu'elle soit protégée peut-être par la force. Voilà. Et je voudrais maintenant peut-être commencer par Richard, en lui demandant, Richard, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la liberté d'expression est menacée dans ce pays ? Bon, alors, il y a plein de choses auxquelles je voudrais répondre. Faire des observations. Alors, d'abord, il faut, avant de répondre précisément à ta question, Elisabeth, juste une observation. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le fait, sur le parallèle que tu fais entre Shoah et religion, parce que la Shoah, c'est un fait. La religion, c'est une croyance. Donc ça... Non, mais donc... Oui, c'est la question. Mais la réponse est celle-là. Non, c'est pas... Pardon. Alors, c'est pas que tu fais un parallèle. Et oui, mais la réponse à cette question, c'est que dans un cas, on est dans un fait et dans l'autre, dans une croyance, parce que personne n'a encore prouvé l'existence de Dieu. Donc, c'est pas la même chose. Et on peut être pour l'un et contre l'autre. Voilà. Il n'y a pas de logique à être contre les deux. Absolument, mais on peut y répondre de manière raisonnée. Après, s'agissant de la liberté d'expression, il y a 2 grands systèmes en fait dans les États de droit. Le système que vous avez toutes les 2 évoqué, c'est-à-dire celui posé par la loi de 1881. On est sous Jules Ferry. C'est la première république, enfin c'est la 3e république, mais la première qui va durer vraiment longtemps, de 1870 à 1940, un régime stable. Et donc il y a les premières grandes lois républicaines qui transforment la déclaration, la constitution révolutionnaire, puisque la liberté d'expression est un droit de révolutionnaire qui va devenir un droit républicain concrètement en 1881. Et donc là, le principe, c'est la liberté et pas la censure, parce que la censure, c'est autre chose. La censure, c'est quand on agit préventivement. Mais là, ce sont des limites à la liberté d'expression, la diffamation, l'injure. Donc il y a un principe et des limites. Dans l'autre système, qui est tout à fait possible aussi, et qui est encore plus libéral que celui-là, c'est le système anglo-saxon et d'abord le système américain, c'est celui du premier amendement. Là, la philosophie est complètement différente. Là, la Constitution interdit de légiférer sur la liberté d'expression. C'est-à-dire, on dit, il ne peut pas y avoir de loi sur la liberté d'expression, et du coup, tout est à peu près possible, toutes les incitations, et vous pouvez défiler avec des croix gammées, c'est absolument légal aux États-Unis. Alors, quel est le meilleur des 2 systèmes ? Je ne sais pas, en fait, la question est complètement théorique. Le droit est toujours fonction de données culturelles. Pourquoi il y a une loi Guesso en France ? Parce que c'était insupportable sur un sol qui a connu la déportation d'entendre des propos négationnistes. Il n'y avait pas la même sensibilité aux États-Unis, donc c'est davantage accepté. Mais il y a toujours des limites culturelles à la liberté d'expression. En fait, un droit, quel qu'il soit, et je parle sous le contrôle de monsieur le procureur Montgolfier, ne se conçoit jamais autrement qu'en équilibre avec d'autres droits. Il n'existe pas de droit absolu. Il y a toujours des limites. La liberté d'expression n'est pas non plus une religion.
il y a aussi des droits humains, des droits de la personnalité, la réputation, ça compte, le droit de ne pas savoir, c'est-à-dire le droit au respect de la vie privée, c'est important aussi. Alors ça, c'est un droit tardif, puisqu'on est là, on passe dans les droits individuels, et ça, ce sont les fruits de 1968. Et la première fois qu'on va protéger la vie privée, qu'on va protéger l'intimité de la vie privée, c'est par une loi de 1970. Donc nous, on est dans un système qui est celui-là. Alors j'en reviens à ta question, Elisabeth, sur l'existence aujourd'hui de la vivacité de la liberté d'expression. Oui, judiciairement, c'est pas là qu'est le danger. Oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas de danger judiciaire aujourd'hui sur la liberté d'expression. La situation d'aujourd'hui n'a jamais été aussi favorable. Alors, d'ailleurs, c'est pas une loi de protection des journaux. Elle devrait d'ailleurs s'appeler loi de l'expression plutôt que loi sur la presse, puisque ça concerne toutes les expressions. Si vous sortez dans la rue tout à l'heure et que vous faites une manifestation et que vous tenez des propos diffamatoires ou injurieux à l'égard de quelqu'un, vous relevez de la loi sur la presse, bien que vous ne soyez pas un journal. Ça s'applique aussi au domaine de l'édition, ça s'applique au tract, ça s'applique à tous les domaines de l'expression. Donc, il y a aujourd'hui, effectivement, les tribunaux sont très protecteurs et n'ont jamais été aussi protecteurs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il y a d'autres menaces, il y a une fragilité économique, il y a une autocensure, il y a une bien-pensance culturelle, mais il y en a toujours eu, il y a un courant dominant, il y a un courant minoritaire, il y a d'autres questions qui se posent. Et il y a une fragilité de la presse. Mais judiciairement... Ouais. Les réseaux sociaux, très vite. Là, c'est une parole qui n'est pas vraiment contrôlée, qui est publique. Je veux dire, on peut se dire qu'heureusement que les tribunaux ne sont pas engorgés de procès, donc ça ne se passe pas simplement sur le terrain du procès. Là, on peut dire qu'il y a une sorte de liberté d'expression totale, et je ne suis pas sûr que les conséquences en soient si bénéfiques. Non, mais c'est ce que je disais, je ne pense pas qu'une liberté d'expression doive être totale. Alors, sur les réseaux sociaux, non, il y a des limites aussi. On poursuit des réseaux sociaux, c'est très compliqué. Et là où tu as raison, et cette situation est difficilement acceptable, c'est que, à raison de la technicité et du caractère multinational, enfin des GAFA, c'est extrêmement compliqué de les poursuivre. On y arrive de plus en plus, ça se régulera au fur et à mesure. Oui, alors aujourd'hui, là c'est une difficulté, c'est qu'il y a un déferlement de haine sur les réseaux sociaux, mais c'est même pas une question judiciaire. Comment on fait pour poursuivre 10 000 menaces? C'est impossible. Il y en a trop. Il faudrait qu'il y ait 10 fois plus ou 100 fois plus de policiers, de juges, de magistrats, de tribunaux. Donc le nombre d'expressions malfaisantes fait que la réponse ne peut pas être policière ou judiciaire. On voit bien que vous êtes Charlie Hebdo, pardon. Juste un mot sur Charlie Hebdo et sur les menaces éventuelles qui pèseraient sur la liberté de caricaturer. Alors, la liberté sur la liberté de caricaturer, là encore, les tribunaux nous ont protégés et depuis à peu près 1992. La liberté de caricature est comprise dans la loi de 1881. Elle a été suspendue pendant Vichy, elle a été réinstaurée après. Donc notre difficulté, elle n'est évidemment pas judiciaire, et le procès des caricatures a définitivement, enfin peut-être pas définitivement, mais en tout cas très clairement posé les choses. La difficulté, c'est une difficulté de gens qui sont menacés en dehors de la loi, justement. Bon. Je voulais justement, mais on reviendra après, je voulais justement te faire sortir du cadre de la loi, puisque je pense que les menaces, peut-être s'il y en a, et je me tourne vers Arnaud, ne relèvent pas de toute façon simplement des tribunaux. Alors je dis simplement de l'analyse politique, de l'analyse simplement de ce qui se passe dans notre société. Est-ce que, dans le fond, on peut dire, on a l'impression que d'un côté, on peut dire tout ce qu'on veut. Est-ce que de notre côté, nous sommes menacés de ne plus pouvoir vraiment exprimer certaines idées ou dire certaines choses? Et là, je me tourne vers vous. Je sais parce que vous avez également travaillé sur les réseaux sociaux, me semble-t-il. Oui, beaucoup. Oui. Et vous m'avez dit quelque chose de très intéressant que j'aimerais que vous répétiez, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas pour vous l'espace public. Oui.
je voudrais répondre sur deux plans. D'abord, directement, effectivement, je crois que les réseaux sociaux numériques sont appropriés par beaucoup de gens comme ce que je qualifie, moi, pour ma part, d'un contre-espace public. C'est-à-dire qu'il y a le sentiment très fort chez un certain nombre de gens que, précisément, leurs idées, leurs opinions ne sont pas assez présentes dans les médias traditionnels, dans les médias les plus grands publics. Et du coup, ils ont le sentiment qu'ils peuvent s'approprier des réseaux comme Facebook, Twitter et autres, des blogs, etc. Et après, utiliser Facebook et Twitter pour populariser ce qu'ils ont publié sur leur blog. Ils ont l'impression qu'ils peuvent l'utiliser justement comme un contre-espace public sur le mode, eh bien, vous voyez, ici, on va enfin pouvoir dire librement ce que les journalistes ne disent pas, ce qui n'est pas rendu public dans les journaux. Et il y a deux jugements qu'on peut porter sur cette vision des choses. Il y en a une, je dirais, c'est vrai, ils ont raison de dire ça parce qu'une partie de ce qu'ils vont dire là, précisément, ne se trouvera pas dans les médias parce que ça tombe sous le coup d'un certain nombre de lois, comme typiquement la diffamation et l'incitation à la haine raciale et compagnie. Et donc, de ce point de vue, on ne peut que leur donner raison. Si j'ai envie de dire mort aux Juifs, eh ben je me désole de voir que, malheureusement, dans les médias traditionnels, ils n'ont pas l'air d'appeler au meurtre les Juifs. Et donc, c'est bien malheureux, ma bonne dame. Donc, je vais le dire sur Twitter et sur Facebook. Et comme je suis courageux, je vais le dire sous forme d'un anonymat. Ça a été dit dans la table ronde précédente. Et c'est aussi une des grandes difficultés pour poursuivre en justice, puisque beaucoup se cachent derrière. On a eu le premier cas, justement, en justice avec celui qui avait fait un compte anonyme, qui avait sorti le hashtag qui se voulait être une bonne blague, qui était le hashtag « un bon juif ». Et après, c'était le concours de blagues. Donc, un bon juif, c'est un juif brûlé, c'est un juif, etc. C'est un juif en cendre, enfin, que sais-je encore. Et là, il y a eu des associations qui ont porté plainte et la justice a obtenu, après, y compris des appuis politiques, que Twitter lève l'anonymat de celui qui se cachait derrière et qui se cachait lâchement derrière. Donc il y a une partie, oui, ils ont raison, de fait, dans les médias traditionnels, certains de leurs propos les plus excessifs, les plus haineux, ne se retrouvent pas. Donc s'ils veulent le rendre public, il faut utiliser autre chose. Et puis, ils ont tort de l'autre côté, en ce sens que ce qu'ils disent n'est pas une opinion au sens strict du terme, c'est-à-dire je me demande si ceci ou cela, fondé en raison, qui vise à introduire le débat. Ce sont au contraire des propos qui sont des propos qui visent précisément à dégrader les personnes dont on parle. C'est-à-dire, ce sont des attaques et qui ne sont pas une opinion au sens d'un débat démocratique raisonné. Si je dis « je ne suis pas d'accord avec vous, Elisabeth Lévy », c'est pas du tout la même chose que je dis « espèce de bouffonne, tu dis que de la merde ». Ou vilaine putationniste. Oui, voilà. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai l'insulte à la bouche, de l'autre côté, je participe à un débat. Et il me semble que, pour revenir sur la liberté d'expression, dans le système démocratique, cette liberté d'expression, elle n'est pas seulement garantie par la loi, etc. Elle est dans les grands principes qui ont été rappelés, mais c'est un principe fondamental et constitutif, à mon avis, en lien avec ce qui fonde une société. Une société, c'est certainement pas une relation entre des individus qui reposerait sur l'agression en permanence, sur le non-respect de ce que, par exemple, l'anthropologue Erving Goffman appelle la face, c'est-à-dire je suis là pour... Si je veux entrer en dialogue, je vais sauver la face. Si je commence par dire « bonjour, espèce de conne », eh bien, il y a peu de chances que la personne que je suis en train d'interpeller considère que je veux vraiment rentrer en dialogue avec elle. Elle voit très bien, elle va se braquer, on va s'insulter, toi connard, bon ben voilà, merci, c'est bien. Et on n'a pas avancé d'un iota. Donc il y a cette idée, alors le linguiste Maxime Grice parle des maximes conversationnelles, c'est la même idée, c'est cette idée qu'il y a des règles de base qui fondent la capacité à entrer en dialogue. Et donc, dans l'expression démocratique, la question qui se pose, c'est aussi celle de est-ce que ce que l'on dit respecte la nature humaine, la dignité humaine de ceux dont on parle, ou est-ce qu'elle n'est qu'une pure agression, une pure mise en danger de la face d'autrui, autrement dit,
qu'elle n'est pas là pour dialoguer, mais qu'elle est là pour anéantir. Anéantir symboliquement, mais là aussi, on le sait, toutes les expériences de type extermination, etc., ont commencé par la nomination. Et quand on commence par dire que tel et tel être humain sont des fourmis, sont des cancrelats, sont des rats, etc., ça n'est que la première étape avant de pouvoir les exterminer, parce qu'au moins, ils ne sont pas des êtres humains, donc après tout, pourquoi se gêner? Oui, mais merci Arnaud. Évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que, si vous voulez, des gens, des catholiques n'ont pas pu penser que je sais pas combien, 171 peut-être de Charlie Hebdo, si vous voulez, mettant Jésus, le pape, ses saints et tous les autres dans des positions tout à fait inconvenantes, qui allaient beaucoup plus loin que les caricatures de Mahomet, ont pu se sentir peut-être... Oui, je vais juste un mot là-dessus. Oui. Rappelez juste un tout petit peu, puisqu'on a l'introduction faisait aussi référence à l'histoire, juste dire que la caricature, on considère que la caricature, au sens où on l'entend aujourd'hui, naît au moment des guerres de religion en Europe, avec notamment la manière dont les protestants ont tourné en dérision la figure du pape et la figure catholique. C'est-à-dire que l'essence même de la naissance de la caricature a été une caricature qui était en lien avec la religion. Juste peut-être, mais il se trouve que dans le fond, peut-être nous sommes quand même sortis de ça un peu par le haut, non plus en décidant qu'on n'avait pas le droit de critiquer une religion, mais en décidant qu'on avait le droit de critiquer toutes les religions. Je dis un mot simplement sur votre affaire de respect. C'est très bien le respect dit comme ça, mais jusqu'à, si vous voulez, il me semble que la France, c'est aussi un pays où on doit accepter d'être choqué. C'est-à-dire que moi, mon père est un juif religieux, je peux vous dire qu'il y a des tas de choses qui le choquent dans l'espace public. Et simplement, je veux dire, j'accepte d'être choqué ou que mes croyances soient choquées, etc. Et la discussion, il faut faire attention que le respect ne devienne pas un festival de susceptibilité, si vous voulez, et de demande de protection. Anastasia. Moi, juste sur ce point, je voulais dire que je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que parce qu'on dit, on fait. Je pense que c'est tout à fait discutable. Je pense que le fait de dire, c'est aussi laisser une part au diable. Je pense que parfois, quand on insulte, on passe pas aux mains aussi. Donc, je pense que c'est plus complexe, en tout cas. C'est pas systématique. Non, c'est pas systématique. Non, mais c'est pas systématique. C'est quand même important de le rappeler, parce que c'est un peu facile aussi de dire, ah bah si tu insultes, ça que demain tu vas tuer. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Par contre, ceux qui ont tué de façon systématique, eux, ils ont commencé par insulter. Ça toujours. J'en suis sûr. Non, mais, si. Oui, mais ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Il y a toujours le mot préserve tout, le verbe préserve. Oui, mais le verbe ne veut pas dire qu'on agit forcément. Non. Bah oui, mais il n'y a pas d'acte sans verbe. Mais oui, mais l'idée aussi, c'est que si chacun se protège aussi de l'humour, parce que c'est aussi un peu de ça dont il s'agit, si vous voulez, c'est que tout le monde se protège aussi de... Et je voulais juste ajouter une chose sur le respect, c'est-à-dire que la liberté d'expression, si on en parle et si elle existe et si elle est aussi la loi, pourquoi est-ce que c'est très important? C'est parce que la liberté d'expression, pour dire des gentillesses et respecter la dignité humaine, on s'en fout. Enfin, on ne protège rien. Ce qu'il faut protéger, c'est justement les propos qui heurtent, choquent et inquiètent. Et là, on se pose la question des limites qu'on pose et qu'est-ce qu'on tolère ou pas. La liberté d'expression pour les mots gentils et les mots d'amour, mais on n'a même pas besoin d'en parler et de l'évoquer. Donc, je pense que c'est plutôt sur la limite que se situe le débat. Évidemment, sur le contenu. Je voulais poser une question à Olivier pour l'introduire. C'est est-ce qu'il n'y a pas aussi... Parce que là-dedans, est-ce qu'il n'y a pas la question qui doit se poser, c'est les statuts différents des différentes paroles? Parce qu'en réalité, le poids des réseaux sociaux vient des médias traditionnels. Parce que si les médias traditionnels ne passaient pas leur temps à dire les réseaux sociaux disent ci, les réseaux sociaux disent ça, et du coup tout le monde réagit, on vire des gens parce qu'ils ont été insultés sur les réseaux sociaux. Donc est-ce qu'on peut tout mettre sur le même plan dans la parole publique? Non. Comment faut-il? Merci. Merci. Je tenais à le dire. Non, j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'il y a deux questions qui sont un peu différentes. Il y a la question du droit et de l'interdit. L'étymologie du mot interdit, c'est ce qu'on se dit entre soi. Ça veut dire qu'on est d'accord sur quelque chose. On se met d'accord sur les interdits. Et c'est ça qui fait naître ce qu'on appelle un contrat social. Je me réfère à un Français qui est un peu suisse aussi, qui en même temps avait sa place nulle part, et c'est pour ça qu'il était libre, c'est Rousseau. Dans son contrat social, il explique que, évidemment, la partie pénale de la loi, elle n'est pas apparue comme ça. Il y a une différence entre les bornes ou les contraintes qu'on rencontre naturellement
on se heurte à une pierre. Et un interdit, c'est quelque chose sur quoi on s'est mis d'accord. Donc la question du droit, là on a été très renseigné en termes de droit, c'est remplacer des bornes naturelles par des limites qu'on a choisies. Donc le fait de mettre des limites à la liberté d'expression, ce n'est pas le contraire de la liberté, c'est l'expression même de la liberté. En contrat, par définition, c'est signé de manière libre par les parties contractantes. Donc la deuxième question, une fois que la question du droit est posée, la deuxième question, c'est celle de la liberté d'expression au sens presque métaphysique. Tout à l'heure, rappelez-moi votre nom, pardon. Arnaud, bonjour Arnaud. Arnaud posait la question de la manière de s'adresser à l'autre, la question donc de la politesse. Pareil, l'origine du mot politesse, c'est le mot grec polis, qui veut dire cité. La cité, c'est le fait de pouvoir vivre ensemble et de se mettre d'accord sur, comment dire, au fond, des normes de l'échange qui ne relèvent pas de la liberté individuelle, mais qui sont l'expression de la liberté collective, qui permet ensuite l'expression de la liberté individuelle. Donc la politesse, c'est la même chose. Ce n'est pas quelque chose qu'on subit de l'extérieur comme une contrainte sur notre liberté, c'est l'expression de notre liberté collective qui permet ensuite de discuter entre nous, comme on le fait là, autour du symbole, on appelle ça table ronde. Elle n'est pas là, mais parce que c'est nous la table ronde. C'est le fait qu'on décide de discuter ensemble, et la table ronde, elle est là, voilà. On est ensemble. Il y avait les exemples que vous avez pris, quand vous avez décidé de prendre l'exemple de ce qu'il ne fallait pas dire à quelqu'un tout en le disant, donc je ne le répéterai pas, ça me rappelle une anecdote que je partage avec vous d'un philosophe qui s'appelait Diogène. Vous savez, Diogène, le cynique, du grec kunos. Je fais beaucoup de références grecques, mais bon, c'est comme ça, j'aime bien les références. Ça me donne l'impression que ce n'est pas vraiment moi qui parle et ça m'abrite un peu de ce que je dis. Voilà. C'est le philosophe qui vivait comme un chien, c'est-à-dire à l'écart de la société. Mais en même temps, il vivait comme un chien au nom de tous. Et il y a une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, comme toutes les anecdotes qu'on raconte de Diogène, qui n'a rien écrit, on s'est laissé un peu... je ne vais pas être long, hein, Elisabeth, t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas, Elisabeth, parce que le vouvoiement est la règle quand on ne se connaît pas vraiment. Non, pas vraiment, mais c'est ça qui est beau aussi. On a le temps de se découvrir en 3 jours. Donc Diogène, je finis juste par cette anecdote parce qu'elle me paraît vraiment poser la question entre la différence de la question du droit et la question du rapport. Ensuite, c'est un rapport de force. Elisabeth, non, mais si tu veux pouvoir m'interrompre, il faut m'écouter. Non, je ne te cherche pas, je sais où tu es. La question de la liberté d'expression, ça suppose que l'opinion est une force. Et que donc, en fait, il y a des rapports de force dans une société. Donc, ce qui compte sur la liberté d'expression, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est qui le dit. C'est-à-dire, si quelqu'un qui a sur vous un pouvoir de subordination utilise sa liberté d'expression pour vous insulter, ce n'est pas la même chose que si vous avez le courage, en étant le salarié de quelqu'un, de lui désobéir et de lui dire les yeux dans les yeux ce que vous pensez de lui. Donc la question du rapport de force me paraît vraiment décisive. Quand on a, au fond, les mêmes mots dits par des personnes différentes, dans un cas vont être de la lâcheté et dans l'autre cas vont être du courage. Et la question de l'humour est très importante. Et Gilles Deleuze, qui est le philosophe qu'on sait ou qu'on ne sait pas, mais en tout cas était un philosophe qui se mettait toujours du côté des minorités, considérait que pour faire de l'humour, l'humour par définition est minoritaire. C'est-à-dire que quand on est, par exemple, je ne sais pas, prenez l'exemple tout à l'heure dans la table ronde précédente de Bolloré. Si Bolloré fait de l'humour à ses collaborateurs et qu'ils ne rient pas, ils prennent un risque, évidemment. Mais maintenant, si quelqu'un prend le risque de faire une blague sur Bolloré en étant son salarié, là, c'est plus la même histoire. Et c'est de l'humour qui est donc minoritaire. L'humour est par définition minoritaire. La liberté d'expression est minoritaire. Avoir du courage, c'est s'exprimer quand on n'est pas dans une position majoritaire. Voilà, je crois que c'est assez important. Et je finis par mon anecdote de Diogène, que j'ai longuement introduite, pardon. Diogène, vous savez, il vivait dans la rue, vivait comme un chien, aimait bien insulter les gens. Mais il insultait les gens sans avoir aucun rapport de pouvoir avec eux. Il avait moins de pouvoir qu'eux. Il n'avait pas de possibilité de leur faire du mal vraiment. Et quelqu'un vient voir Diogène, un homme installé qui a sa toge, et lui dit: Diogène, tu sais ce qu'a dit l'autre là? Tu sais, l'autre, il a dit que tu étais un gros dégueulasse. Et Diogène se tourne vers celui qui vient lui dire ça et le frappe. Et l'autre dit: pourquoi tu me frappes? C'est pas moi qui dis que tu étais un gros dégueulasse, c'est l'autre. Il dit: je sais pas si l'autre l'a dit, mais toi tu viens de le dire. Alors,
juste quand même, peut-être Richard, je voudrais peut-être maintenant, l'une des raisons pour lesquelles ce débat en fait est particulièrement dramatique, et il porte pas, c'est vrai, Olivier a raison, mais il ne porte pas seulement sur l'humour, évidemment, c'est parce que quand même, nous approchons du 7 janvier 2018, et donc, je veux dire, on peut quand même dire que de ce point de vue-là, il s'est passé un événement majeur le 7 janvier 2015. Il y a des gens qui ont été assassinés, là pour le coup, pour cette liberté d'expression, parce qu'ils la défendaient en plus de façon, c'était tes amis, ils la défendaient de façon, volontariste et affirmée, en allant toujours le plus loin possible. Et donc, je veux dire, il y a visiblement des décalages, si vous voulez, dans la façon dont différentes et diverses communautés peuvent percevoir des atteintes publiques, collectives, je veux dire, des questions d'image, à leurs croyances, etc., qui sont tout simplement des raisons de différence culturelle. Et voilà, c'est un peu là-dessus que je voudrais maintenant que tu nous parles, parce que tu as cette expérience, et juste parce que tu es avocate de Charlie depuis très longtemps, donc de nous parler peut-être un peu de l'évolution de ce point de vue-là. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, la caricature, l'humour, ça choque, ça blesse. C'est fait pour ça. Tu as raison, Anastasia. Sinon, c'est pas la peine. Et c'est le grand argument que l'on nous dit toujours, mais vous vous rendez pas compte, vous blessez 1 milliard de personnes. Non, et puis c'est pas une question, je ne crois pas que ce soit une question de minorité et de majorité. Il y a des minorités qui peuvent être dangereuses et agressives, il y a des majorités qui peuvent être bienveillantes. Donc, c'est pas du tout la question qu'on se pose, je crois, à Charlie, quand on fait une couverture, de savoir s'il y a une minorité. Non, on se moque, on est blessant, on est choquant. Après, et je vais faire la synthèse avec ce que je disais tout à l'heure et qu'Elisabeth trouvait un tout petit peu trop juridique, la question c'est celle du point d'équilibre. Et là je rebondis sur ce que vous disiez, où est-ce qu'on met le point d'équilibre en France? Eh bien, dans le fait qu'on peut tout dire sans aucune limite sur les religions. Je peux dire le judaïsme c'est toxique, l'islam c'est toxique, mais il y a des limites quand on parle des personnes. Je ne peux pas dire les juifs sont des gens toxiques ou les musulmans sont des gens toxiques. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est un bon point d'équilibre? Est-ce qu'on ne devrait pas, comme aux États-Unis, pouvoir tout dire sur tout le monde? Je ne sais pas. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'était qu'il y avait des raisons culturelles qui faisaient que nous étions arrivés à cet équilibre-là. Peut-être qu'il faut le faire bouger, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est celui qu'on a choisi. Mais s'agissant de la critique des religions, l'humour et la caricature doivent être totales, parce que sinon ça veut dire qu'on rétablit le blasphème. Et que, historiquement, la question de la liberté de la caricature est associée à la laïcité. La loi de 1881, c'est la liberté d'expression. À peine 20 ans plus tard, c'est la loi de 1905. Et à l'époque, la caricature est le fer de lance du combat laïque. Alors, pour parler de Charlie Hebdo, est-ce que Charlie fait une couverture aujourd'hui mais Charlie Hebdo, depuis l'origine, Charlie Hebdo a pour sujet la religion. Et il y a eu Le Monde avait fait une analyse très précise du nombre de caricatures sur le christianisme. Il y en avait des dizaines et des dizaines, et seulement quelques-unes sur l'islam. On a eu des problèmes avec les chrétiens, et en particulier avec des associations intégristes très à droite, s'agissant spécifiquement de la griffe. On a eu des dizaines de procès qu'on a à peu près tous gagnés, et là encore, les tribunaux nous ont protégés. Après 10 ans, de 1992 à 2002, on était confronté à ces actions-là, et puis on les a gagnées, puis ça s'est arrêté, du coup, et on est passé à des actions exactement sur les mêmes fondements juridiques, ceux qu'évoquait Anastasia, mais on est passé à des actions d'associations de musulmanes. Et la dernière, la Société des Abous, donc celle qui exploite la mosquée de Paris, et l'UOIF. Et elles se sont succédées. On les a gagnées aussi, donc judiciairement, ce n'est pas le souci. Après, et on ne s'est jamais censuré. On ne s'est jamais censuré. Pourquoi? Parce que sinon, on n'aurait plus eu de raison d'être. Parce que sinon, on nous aurait dit, mais vous ne vous en prenez qu'aux catholiques ou aux juifs, et puis jamais à ceux qui vous font peur. Mais il y a des menaces, c'est impossible. Il y a eu des menaces assez rapidement, mais pour être honnête, on ne les prenait pas trop au sérieux, mais c'était une autre époque. On ne se rend pas compte aujourd'hui il y a 10 ans...
ça commençait à nous faire un peu peur, mais à peine, ça nous faisait rire. Il y a qu'Elisabeth Badinter qui avait dit au tribunal « ça va mal finir et j'ai peur ». Nous, on était encore dans une espèce d'insouciance et de légèreté. En 10 ans, évidemment, les choses ont bien changé. Et depuis 2007, ça n'a jamais cessé. Il y a eu le procès des caricatures, ensuite il y a eu l'incendie de Charlie Hebdo. Et ce qui était frappant, c'est qu'à chaque fois, les réactions empiraient. Et les réactions intellectuelles en particulier, d'intellectuels empiraient. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous disait avec un peu plus de force, mais arrêtez, mais vous mettez de l'huile sur le feu, mais vous n'êtes pas responsable. Et après tout, on peut se poser la question. Moi, je me la suis posée, alors je me la suis posée rétrospectivement, ce qui n'a aucun sens, mais est-ce que ça valait le coup après ce qui s'est passé? Mais en fait, oui, parce que si on renonce au blasphème, on pourrait se dire, ils nous emmerdent ces gens de Charlie, s'il n'y avait pas Charlie, on ne se porterait pas plus mal. Mais si on renonçait au blasphème, alors la Terre serait toujours plate. Parce que quand on dit que la Terre est ronde, eh bien, c'est un blasphème. Quand Galilée le dit, c'est un blasphème. Si on renonce à blasphème, vous sortez de vos bibliothèques, Voltaire évidemment, et puis Nietzsche, et puis Lautréamont, et puis la moitié des œuvres. Et puis vous ne jouez plus l'Idoménée de Mozart, et puis vous sortez de vos musées un paquet d'œuvres aussi. Et puis vous arrêtez d'enseigner le darwinisme. Et puis l'égalité sexuelle aussi peut être du blasphème. Et puis l'avortement aussi peut être du blasphème. Il n'y a pas, ça ne cessera pas. Ça, si on commence à céder, on n'arrête plus. Et par ailleurs, on a une responsabilité à l'égard de ce qui se passe dans le monde musulman. Et tous les intellectuels musulmans, et il y en a eu beaucoup qui sont venus témoigner au procès des caricatures et qui soutenaient Charlie Hebdo et qui soutiennent nos thèses, nous disent « mais ne renoncez pas ». Parce que si vous renoncez en France, nous, dans nos pays, alors nous sommes morts, parce qu'évidemment, nous sommes un symbole, et nous portons ces idées-là. Et ça a des conséquences de renoncer. Donc non, pour répondre à ta question, Elisabeth, nous ne nous censurons pas, malgré les menaces. Juste un mot, merci, bravo. Avant de vous passer la parole, un mot là-dessus. Il y a aussi des chrétiens, je sais, de pays, je me rappelle comme le Nigeria, qui disent oui, vous êtes sympa, mais à chaque fois qu'il y a une de Charlie un peu dure, c'est nous, chez nous, il y a des morts. Je veux dire aussi, il faut le savoir. Je ne dis pas du tout qu'il faut renoncer, mais c'est un problème qui est vraiment planétaire. Arnaud, vous vouliez... Oui, je voulais juste rebondir sur un point. Par rapport aux États-Unis, en fait, ça reboucle aussi quand même sur quelque chose. Culturellement, on a chacun, dans chaque société, dans chaque civilisation, on a nos tabous. Parce que la liberté d'expression, elle n'est pas totale aux États-Unis. Elle est extrêmement policée par rapport à des questions de mœurs, etc. On évoquait tout à l'heure Facebook. Facebook a décrété effectivement que les images de nudité de la femme étaient un problème, que c'était inacceptable, etc. Jusqu'au grotesque. Ils sont tombés plusieurs fois dans le panneau. Ça a été évoqué très rapidement sur effectivement des œuvres d'art, mais il y a eu aussi une campagne pour le dépistage du cancer du sein. Et dans un premier temps, Facebook, par son algorithme, etc., a censuré le passage de cette publicité là-dessus, alors que justement, ça n'avait rien de pornographique, c'était au contraire extrêmement informatif. Ou encore, on peut citer le fait que... Ils ont censuré Charlie Hebdo, ils refusent de... Oui, bien sûr, absolument. Voilà. Facebook, bien sûr. Apple. Oui. Ils ne voulaient pas nous diffuser. Dans leur société qui se prévalent à certains titres et nous donnent la leçon sur mais comment est-ce possible qu'on vous laisse, qu'il y ait des lois mémorielles, etc., etc. Et ben eux aussi ils ont leurs tabous, eux aussi ils ont leurs régulations, eux aussi ils ont leurs interdits. Et donc, c'est pas judiciaire. Ok, c'est pas judiciaire, mais ce que je veux dire c'est que eux aussi, ils considèrent qu'il y a des choses qui peuvent se dire ou ne pas se dire. Il n'y a pas d'idéalisation, je veux dire, d'une société qui serait l'ouverture totale et intégrale à tout. Mais ce n'est pas une idéalisation, vous l'avez tous dit, une liberté totale et intégrale, c'est un cauchemar. Ce n'est pas non plus une idéalisation. Je ne sais pas, par exemple, aux États-Unis, peut-être Anastasia en dira un mot, si on peut brûler le drapeau ou si on peut culturellement, c'est-à-dire est-ce que c'est admis. Anastasia, tu voulais réagir et après je vous poserai une question. Je pense que c'est quand même très important de rappeler que cette question à la fois de liberté de conscience et de liberté d'expression se définissent, et là je vous rejoins tout à fait, la caricature date
des guerres de religion, c'est très très important. La liberté de conscience, c'est la liberté de croire et de ne plus croire, ce qui est en fait quand même considéré comme une immense émancipation. Ensuite, je pense qu'il faut exactement se rendre compte de l'exception par ailleurs que constitue la France sur ces questions-là, et pourquoi on a autant de mal aussi à exporter notre système, parce que nous-mêmes avons du mal à le défendre, parce que nous avons en réalité du mal à être sincères sur notre projet politique et sur le projet de la Révolution et sur le projet de la laïcité. Le projet de tout ça, c'est de dire que la religion est strictement privée. Ce qui par ailleurs, on est le seul pays du monde quand même à dire ça. Et quand aux États-Unis, ils ne montrent pas les caricatures à la télévision, parce que légalement c'est possible, mais pourquoi est-ce qu'ils se restreignent, ils ne montrent pas les caricatures à la télévision? Parce qu'il y a un Dieu américain. Et parce qu'en fait, croire en Dieu, c'est tellement naturel et normal qu'on sent qu'il y a une offense. En France, on est dans une logique tout à fait autre. En France, l'idée de la révolution, l'idée de la laïcité, en fait, les tenants de la laïcité sont des personnes qui disent ceux qui croient en Dieu sont en fait des fous et ils vont finir par disparaître parce que la raison va finir par gagner. C'est ça le fond idéologique. Si on n'assume pas ce fond idéologique-là, on ne peut pas dire la vérité, mais par ailleurs, à mon avis, ça n'est pas non plus ce qu'on doit assumer, parce qu'il faut aussi dire que, évidemment, tout le monde peut croire ce qu'il veut, mais en revanche, dans ce cas-là, il faut qu'on ait un discours très clair sur le fait de dire, vous croyez ce que vous voulez, mais entre nous, dans l'espace public, ce qui prime, c'est la raison. Et donc, la question, c'est seulement celle-là dans l'espace public. Tout ce qui n'est pas de l'ordre de la raison, tous les arguments qui ne sont pas d'ordre de la raison sont d'ordre privé, vous pouvez les avoir, mais ce ne sont pas des arguments qui sont audibles dans l'espace public. Et en fait, il suffit de juste dire ça, mais en fait, juste non. Parce que ce n'est pas non plus quelque chose qui est dit de manière aussi évidente, aussi parce que je pense qu'on a... voilà, Charlie Hebdo, c'est un journal qui est anticlérical, qui est anti-religieux, et qui le revendique, et ils ont tout à fait le droit de le faire. Mais je pense que, voilà, il faut montrer quand même cette filiation qu'il y a. Il faut arriver jusqu'à aujourd'hui. La difficulté qu'on a en France par rapport aux autres pays face au retour du religieux, c'est qu'on est le seul pays qui a misé sur le fait que Dieu n'allait jamais revenir, politiquement. Non mais... Bah si. C'est exactement ce qui s'est passé. On n'a pas cette difficulté avec le retour du religieux. On a cette difficulté parce qu'il y a une religion qui a du mal à s'acclimater à cela. Mais ce n'est pas un problème. C'est pas seulement un problème national, le retour du religieux. Je parle au niveau international. La France, politiquement, s'est inscrite dans un projet qui était très précis, qui était de dire c'est la raison qui prime en permanence, et la raison va finir par gagner toutes ces zones de croyance qui sont en fait des zones d'obscurantisme. À partir du moment où la religion revient et où des personnes revendiquent des arguments religieux, nous, on est en fait un peu plus mal que les autres pays qui continuent à penser que les arguments religieux valent comme les arguments raisonnables. C'est le cas aux États-Unis. Enfin, il y a un tas de pays européens où on peut tout à fait être de gauche, progressiste et chrétien, ce qui en France paraît quasiment impensable. Donc je pense que remettre ces bases-là permet aussi de dire que... voilà, la religion, c'est strictement du domaine privé, strictement, et que donc dans le domaine public, nous nous accordons tous pour dire que les seuls arguments recevables sont des arguments fondés sur la raison. À supposer qu'il y ait consensus sur ce point aujourd'hui en France, et ça n'est pas sûr. Olivier. Pour creuser ce que vient de dire Anastasia, puisque j'ai cité Rousseau tout à l'heure, vers la fin du contrat social, c'est un moment qui est assez peu lu, parce qu'en terminale, on n'étudie que les deux premiers livres. C'est dans le livre 5, vers la fin, et c'est assez long, et c'est assez drôle, parce que Rousseau, on ne le sait pas, mais c'est un des premiers grands comiques français, c'est lui qui a inventé un peu la satire politique. Il dit la chose suivante, il dit une théocratie, donc un endroit où coïnciderait le pouvoir politique et le pouvoir religieux, c'est tout à fait possible. Et une religion d'État, pourquoi pas ? Parce que du moment que les deux coïncident, il n'y a pas de dilemme, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Donc Rousseau, qui pourtant, vous voyez, c'est quand même un philosophe rationaliste, ne dit pas que politiquement ça n'a pas de sens, il dit l'inverse. Il dit politiquement ça a beaucoup de sens. Donc on peut avoir une théocratie. Mais il dit, mais à partir du moment où vous faites un contrat social, c'est plus une théocratie, donc, parce que le pouvoir ne vient plus d'un dieu, il vient d'un contrat que font des hommes, des égaux, des êtres qui s'affirment comme libres, qui s'inventent comme libres. À partir de ce moment-là, ça devient non seulement une absurdité, mais ça devient dangereux de confier le pouvoir à des gens qui croient. Et il prend l'exemple, parce qu'à l'époque, c'est la religion d'État la plus déployée, l'exemple chrétien. Il dit, ça donnerait quoi ? Vous voyez, il fait ça, c'est de l'humour, hein, dont je vous préviens. C'est pas très drôle, mais c'est l'humour de Rousseau, c'est comme
comme ça, il était assez seul. Il dit, ça donnerait quoi si on confiait le pouvoir vraiment de défendre le contrat social? C'est qui défend le contrat social? C'est l'armée. Quand le contrat social est attaqué, on déclare une guerre. Si à la tête de l'armée, on mettait un général chrétien, mais vraiment chrétien, hein, pas les croisés, un général chrétien, quelqu'un qui appliquerait pour défendre le contrat social les préceptes religieux, eh bien, il dit, c'est quoi le précepte chrétien? Si tu tends la joue gauche, si tu te prends une claque sur la joue gauche, tu te tends la joue droite. Il dit, un général chrétien, on ne survivrait pas longtemps. Vous voyez, donc c'est de l'humour, hein, je vous préviens, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Mais il dit, voilà, si on prend la religion au sérieux et si on imagine ce qu'est un pouvoir vraiment religieux, appliquer des préceptes religieux à une société civile, ça la détruit. Alors qu'en même temps, il admirait, et c'est l'exemple qu'il prend, la religion d'État des Spartiates. C'était qui les Spartiates? C'était ceux que toutes les cités grecques admiraient, la cité de Sparte, où pour être un homme, il fallait être un citoyen. Et c'était quoi un citoyen? C'était un soldat. Et c'était quoi un soldat? C'était quelqu'un qui était prêt à mourir, non pas pour sa liberté d'expression, mais pour la liberté tout court, pour la liberté collective. Alors ça a donné les gens qui admirent Sparte, il y a aussi il y a des versions un peu néo-fascisantes, mais en tout cas, à l'origine, c'est quoi? Et c'est pour ça que ça fait l'admiration de Rousseau. La vraie religion d'État, c'est l'État. Et l'État, c'est qui? L'État, c'est nous. Donc la première chose en quoi il faut croire, quand on parle d'État laïque, il faut enlever laïque. Un État, c'est forcément laïque. L'État, c'est nous. La France, c'est le seul État laïque du monde. Oui, non, mais il y en avait un autre, c'était la Turquie. Oui, mais ça, ça c'était avant. Il reste la Suisse. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin du mot laïque. Si on croit vraiment ce qu'est l'État, et l'État n'a pas besoin d'y croire. En fait, il faut être prêt à le faire exister. On le fait croire si on le fait exister. C'est comme si on croit au droit. Si on attend que le droit s'exerce sur nous d'en haut, ça ne marchera pas. Le droit, c'est nous qui nous battons pour des droits. Et donc, cette idée-là, de se battre pour du droit, pour le faire advenir, pour le faire exister, ça suppose que la seule croyance qui a du sens dans une société civile, c'est la croyance dans la société civile. Voilà, c'est nous. Mais dans le fond, ce que j'aimerais, parce qu'il nous reste une dizaine, je cherche François pour les horaires, mais bon, je ne sais pas où il est, ou Cécile, c'est bon. Il y a une discussion, je suppose. Dans combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure? C'est marrant, tu viens de dire le mot François, il apparaît. Ouais. Depuis tout à l'heure, je suis très étonné qu'on parle de Saint François. C'est mes pouvoirs magiques. C'est marrant, je voulais partir juste... La définition, tout à l'heure, tu as dit interdit, c'est ce qu'on dit entre soi. Et ce qui est marrant, c'est aussi, par rapport à ce que disait Arnaud tout à l'heure, c'est qu'on se dit des trucs, je veux dire, les trucs qu'on n'oserait pas dire en public, les choses, donc les propos, effectivement, les plus inconvenants, on peut les dire entre soi. Or, aujourd'hui, effectivement, cet entre-soi, il n'existe plus vraiment. Et donc maintenant, je voudrais quand même que vous me répondiez, parce qu'en fait, on est passé sans cesse, insensiblement, puisque c'est ça la question, dans le fond, on défend nos droits, si vous voulez, le droit d'exprimer le plus de choses possible. Qu'est-ce qu'il faut interdire, si vous voulez? Il y a bien des choses qu'on ne veut pas entendre dans l'espace public. Donc, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, Anastasia visiblement trouve qu'il y a trop de choses interdites dans l'espace public? Non, mais ce que je dis, c'est qu'il y a quand même... Enfin, je ne pense pas que c'est une folie de dire qu'on est rentré dans une folie de l'offense. Qu'il y a une espèce il y a une tension permanente avec des personnes qui se sentent quand même offensées toute la journée. Alors, les offenses à titre individuel, c'est une chose très précise. C'est-à-dire que si on se fait insulter en tant qu'on est soi-même, on sait qu'on est visé. Ce qui me dérange et ce que je trouve dérangeant, là, politiquement, beaucoup plus grave, parce que notre système n'est pas comme ça, c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer au début, c'est qu'à partir du moment où on insulte un groupe, ce qui est censé dire la République quand même à ses citoyens, c'est de dire vous avez la liberté d'être absolument ce que vous voulez. Il y a un pari dans la République qui est absolument fou et qui est de dire mais en fait vous existez absolument en dehors de toutes vos appartenances. C'est-à-dire que même une fois que je connais votre âge, votre taille, votre appartenance ethnique, raciale, religieuse, en fait je ne sais encore rien de vous. Donc anthropologiquement c'est aussi un projet qui est assez sublime. Non mais la République ne veut pas savoir tes appartenances. C'est ce que je dis. Elle dit même, tu dis même, mais c'est pour ça qu'elle ne veut pas les savoir. Mais oui, c'est exactement pour ça qu'elle ne veut pas les savoir. C'est une bonne question, Anastasia. Non, mais c'est exactement, je termine juste, c'est exactement pour ça qu'elle ne veut pas les savoir, parce que ça ne dit rien de l'homme, toutes ces appartenances-là.
C'est ça le présupposé normal, en fait. Le présupposé philosophique, c'est qu'une fois qu'on a dit tout ça, on n'a rien dit de l'homme, parce que la nature de l'homme est en dehors de toutes ses appartenances. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la manière dont, et c'est pour ça que la loi, quand même, cette histoire de loi est importante, la manière dont la loi a été faite, il y a une communautarisation très forte, et il y a une espèce d'identification permanente à des groupes, il y a des assignations, c'est réel, permanentes, et donc ça marche un peu dans les deux sens. Et je pense que d'une part, le fait qu'il y ait une concurrence entre les communautés, que les gens veulent se raccrocher de plus en plus à des communautés, et que d'autre part, la manière dont ils le font, c'est par une revendication, parce qu'ils se sentent en permanence offensés, crée une crispation dans la société dont il va être très très difficile de sortir. Mais, oui, tu as sans doute raison, mais quand on dit la République, finalement, c'est quand même pas un mot magique. Et est-ce que c'est tout simplement la réalité? Parce que est-ce que c'est pas un rêve un peu quand même démesuré de vouloir créer un homme sans appartenance? Est-ce que ça nous revient pas dans la figure tout simplement? Et est-ce que dans le monde d'aujourd'hui où, si tu veux, tu as une mondialisation de toutes sortes de choses, pas seulement économiques, en réaction de laquelle les appartenances deviennent plus importantes. Est-ce que la République est encore, disons, la bonne réponse à cela? Vas-y. Non, mais je pense qu'effectivement, ça va mal. Moi, je ne dis pas du tout que ça va bien. Je pense que ça va mal. La question, c'est est-ce qu'on répare la machine qui va mal ou est-ce qu'on change de machine? On change de machine, ça veut dire, en gros, on épouse le modèle américain, on fait une société communautaire, etc. Moi, je trouve que la société française, même si aujourd'hui, effectivement, elle ne va pas très bien et qu'il y a beaucoup de choses à réparer, c'est une société qui résiste bien. C'est une société qui, malgré, par exemple, cet attentat qu'on a eu, a quand même bien tenu. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup d'actes de vengeance, il n'y a pas eu de ratonnade en France. C'est une société qui, en fait, tient assez bien. Et je pense que si elle tient finalement assez bien, c'est exactement parce que ça n'a jamais été une société raciste, c'est une société xénophobe, c'est pas du tout la même chose. Et parce que c'est une société où, justement, ces appartenances-là n'ont jamais été trop prises au sérieux. Le danger, c'est qu'elles sont de plus en plus prises au sérieux par l'État. Oui, c'est vrai, mais le 11 janvier, Roland Quérol et moi et 10 millions d'autres Français défilions quand même en disant « Nous ne céderons pas le droit de ce que, bon, moi j'appelle pas ça blasphémer, mais de caricaturer, de déconner, de se moquer est sacré ». Richard, on est 3 ans après, est-ce que... Non, mais ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, concrètement, à part Charlie Hebdo, pour parler de choses qui fâchent, qui caricature est capable de caricaturer la religion, les prophètes? Plus personne. Déjà à l'époque, il n'y avait que Charlie, et c'est toujours le cas. Et personne ne prendra le risque, parce qu'effectivement, quand on voit les conséquences, et c'était d'ailleurs l'histoire des caricatures part de ça, puisque à l'origine, il y a l'assassinat de Theo van Gogh, puis un journal danois qui se dit « Mais est-ce que c'est encore possible de critiquer la religion ?» Puis la publication dans le Jylland-Posten. Donc la problématique, c'était est-ce qu'il est possible? En réalité, et les dessinateurs du Jylland-Posten sont encore protégés aujourd'hui. En réalité, Salman Rushdie aussi vit dans un bunker. Oui. Salman Rushdie vit dans un bunker. Non, plus dans un bunker, mais il est toujours protégé. Une... Donc oui, il y a plus grand monde. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce qu'on interdit trop ou est-ce qu'on n'interdit pas assez? Vous avez raison, il y a une revendication victimaire qui fait que chaque groupe voudrait voir son nom rallonger la liste de l'article 24 alinéa 6 qui réprime l'incitation à la haine raciale, et c'est un problème. Est-ce que pour autant il faut supprimer l'incitation à la haine et à la discrimination? Je ne crois pas. Peut-être que la solution pour trouver un équilibre, c'est plus ce que tu évoquais tout à l'heure avec les actions associatives. Moi, je considère qu'il y a un parquet dans ce pays, que c'est à lui de décider ce qui doit être poursuivi et ce qui ne doit pas être poursuivi, parce qu'avec les actions associatives, évidemment, elles veulent toutes justifier de leurs existences, et ça peut donner lieu à une surenchère constante. Voilà. Après, le législateur en a décidé autrement, c'est bien dommage. Arnaud, oui. Moi, je voudrais mettre un petit petit côté de décalage par rapport à la manière dont on a structuré le débat jusqu'à présent. Je crois qu'il y a au moins 2 ou 3 éléments qu'on n'a pas du tout évoqués, que je voulais aborder très rapidement pour compléter un peu la perspective. D'abord,
tout ce qui vient d'être dit sur le côté communautarisme et donc le fait que certains se jouent la stratégie de la victimisation communautaire, c'est vrai que c'est un des problèmes qui fait que certains exercent une pression. Mais il y a bien l'autre problème, qui est un problème beaucoup plus individualiste, de gens qui utilisent notamment, par exemple, les réseaux sociaux comme une sorte de concours de tout à l'ego, où ils s'autorisent à s'affranchir des règles ordinaires de la civilité et qui font que, effectivement, ils vont dans l'agression, l'agressivité verbale et autres. Et donc, c'est autant un problème. C'est parce que, effectivement, ça peut alimenter chez certains précisément ce qui pose aussi problème, la revendication, la victimisation communautaire. Et donc il me semble qu'il y a aussi quelque chose qui se joue du côté de l'affirmation, enfin des méfaits, des excès de l'affirmation individualiste de soi, à travers l'idée que ma liberté, c'est de dire tout et n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête, sans avoir jamais à réfléchir à la véracité de ce que je dis, sans filtre, sans rien du tout. Donc là, il me semble aussi qu'il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là. Pour recontextualiser ça de façon sociologique, Norbert Elias, sociologue allemand, avait travaillé sur ce qu'il avait appelé le processus de socialisation, de civilisation, pardon, en montrant qu'il y avait, à travers les siècles, un processus d'apprentissage, d'auto-apprentissage de la régulation de soi, de la maîtrise de soi. Ça passait par tout un tas de mécanismes sur lesquels je ne vais pas revenir. Et Cass Wouters, qui est un sociologue néerlandais, a repris, il y a une petite dizaine d'années, les travaux de Norbert Elias pour la fin du XXe siècle, puisque Norbert Elias s'était arrêté aux années 30, en disant, son livre s'appelle « L'informalisation », où il constatait que la tendance lourde était justement, au contraire, revenir en arrière par rapport à ce processus de socialisation et d'autocontrôle. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais aborder pour compléter. Et le deuxième, c'est aussi dire quelque chose qui est dans un contexte plus général à nouveau, qui est un contexte, j'allais dire, socio-économique. Je pense qu'une partie de tout ce que l'on retrouve aujourd'hui en termes d'agressivité, en termes de revendication, de sentiment d'injustice, etc., c'est aussi le témoignage d'une société qui est vécue de plus en plus par beaucoup de gens comme une société très dure. Tout simplement dans une société dans laquelle les gens ont l'impression de ne pas avoir leur place, dans laquelle il est difficile de gagner sa vie, de machin, de trucs, et qui malheureusement alimente tout un tas de ressentiments, tout un tas de frustrations, disons les mots comme elles sont, et qui fait que certains basculent aussi dans l'agressivité, dans la rancœur, dans la théorie du complot, dans les fantasmes, considérant que les autres c'est mieux, qu'eux ils ont eux, hein, et nous on n'a pas, enfin, etc. Donc je pense aussi, malheureusement, que c'est un problème qui n'est pas qu'un problème, on va dire, juridique, qui n'est pas qu'un problème de philosophie politique, évidemment, mais qui est aussi un problème, je pense, de témoignage de la dureté socio-économique de notre société. Je voudrais dire un mot là-dessus aussi, mais vas-y, réponds d'abord. J'ai l'impression que quand on parle de notre société, on parle de on parle de la France, ouais, alors que le problème des caricatures, c'est que on dit la liberté d'expression, c'est la liberté de tout dire. On oublie de préciser qu'une caricature, c'est un dessin. Et que quand on dit tout en français, ça n'est compréhensible que par ceux qui parlent français. Et la notion d'interdit, il faudrait presque préciser interdit dans notre langue. Parce que si on peut dire ce qu'on veut en français, ça ne va pas choquer des gens qui ne le parlent pas. Mais le problème de la caricature, c'est qu'elle voyage trop bien et que la différence entre Cabu et Wolinski qui font des dessins dans les années 70, 80, 90, où il n'y a pas Internet, et soudain, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils traversent le monde à la vitesse de la lumière. Le dessin que nous percevons, nous, comme au pire du mauvais goût, parce qu'on est en France et parce qu'on est habitué, parce qu'en France on a un devoir de mauvais goût, on a un devoir de mauvais esprit, on comprend ce que c'est, on comprend que c'est de l'humour. Soudain, cette image, elle change de nature parce qu'elle est vue par quelqu'un qui ne parle pas la langue.
Et donc, en fait, ce qui est terrible, dans cette histoire, c'est que la liberté d'expression, ça ne peut concerner que des interdits sur lesquels nous nous mettons d'accord entre nous dans un État-nation. Et là, soudain, ça franchit toutes les limites du droit et ça va toucher directement au sens religieux, métaphysique des gens qui, à l'autre bout du monde, se sentent violentés. Et la réponse à ça, c'est quoi? C'est que soudain, c'est pas des groupes, c'est pas la liberté d'expression qui est mise en danger. Il y a une liste de noms. Et il ne faut pas oublier, ce n'est pas des attentats, Charlie Hebdo. On n'a pas tiré au hasard sur des gens quelque part dans un espace public. On est allé sur leur lieu de travail exécuter d'une balle dans la tête des gens qui dessinent et qui travaillaient avant pour récréer à deux. Ouais. C'est la mort de Cabu. Cabu s'est pris une balle dans la tête. Volinsky qu'on appelle avec amour un vieux dégueulasse. On a tous perdu un ami, même si on n'aimait pas ses dessins. Et moi, j'aimais ses dessins. Ça me faisait rire. C'était interdit. Mes parents, ils avaient ça. C'était les trucs qu'on... Vous voyez, c'est notre enfance. Et pourquoi c'est arrivé? C'est les réseaux sociaux et c'est pas à cause de la liberté de dire. C'est à cause du problème de l'impossibilité de traduire un dessin une fois qu'on a franchi les frontières. Non, je ne dis pas le contraire, mais ça, ils étaient sur une liste qui n'a pas été établie par des Français. Non, mais c'est vrai, mais c'est intéressant parce qu'en fait, ce que je viens de dire... Voilà, attends, juste, ils ont été ciblés comme personnes. Oui. Ce sont des personnes qui ont été assassinées individuellement. Après, bon, ils étaient autour, ils ont été victimes de ça. Mais c'est ça qui est nouveau. C'est ça que moi, j'ai trouvé nouveau. Moi, ça m'a sidéré pendant des mois. Il n'y a évidemment aucune solution à ça. Bien sûr que la problématique de la mondialisation de l'information fait que Charlie Hebdo voyage. Mais on ne va pas prendre en compte les critères saoudiens pour savoir ce qui doit être à la une de Charlie Hebdo. Je suis bien d'accord. Non, mais attendez, c'est évidemment pas ce qu'Olivier a dit. J'ai même dit l'inverse. Le mauvais goût, maintenant, c'est devenu un devoir. Maintenant, d'accord. Mais maintenant... Ton devoir, c'est qu'on va passer la parole à la salle et je voudrais dire quand même une chose, c'est que effectivement, c'est peut-être notre problème aujourd'hui, parce qu'en réalité, les frères Kouachi ne venaient pas du Soudan, ils venaient de l'école de la République, et que tu dis en fait, ça ne peut se faire qu'à l'intérieur d'un État-nation. La réalité, c'est que nous avons déjà du mal aujourd'hui à fixer une règle acceptée par tous dans les frontières de notre pays, de notre communauté nationale, et ce fait que nous ne soyons pas plus capables de nous mettre dans le fond d'accord facilement sur ce qui est interdit, ce qui est autorisé. Je pense qu'il y a eu des périodes où, dans le fond, c'était beaucoup plus consensuel, même s'il y avait des gens qui étaient hors de ce consensus. Et le fait qu'on n'arrive plus aujourd'hui, que ce soit pour une partie des gens, que ce que nous considérons, nous, comme notre droit inaliénable, est ressenti par une partie des gens comme quelque chose de terriblement choquant, parce que nous, la laïcité, qu'est-ce qu'on vous dit de la laïcité aujourd'hui? Que c'est fait vraiment, que c'est un truc qui est fait pour faire souffrir les musulmans. Beaucoup, certainement pas tous, il y a des musulmans qui les ressentent comme ça. Donc ça me semble quand même, cette question de la liberté d'expression dont on parlait, elle est quand même au cœur, dans le fond, de notre crise nationale. Voilà. Et c'est ça que veut dire l'expression interdit. Entre ce qu'on se dit, entre nous. Alors entre nous, tout est permis. Donc. Voilà.